le brouillard, épais et visqueux, telle une sombre et étouffante glu, enveloppait les environs de sa claie. Il enserrait tout, collant à la peau, pénétrant dans les poumons, comme s'il cherchait à s'infiltrer au plus profond de l'âme. Ce même brouillard voilait le centre de recherche désaffecté du CEA, sinistre fantôme du passé qui, je le sentais, recelait de funestes secrets. Moi, Jean-Pierre, journaliste, éternel chasseur de sensations et amateur de frissons, je me sentais dans ce voile poisseux, tel un poisson échoué. Cette couverture immatérielle cachait non seulement les contours des bâtiments, mais aussi, semblait-il, la réalité elle-même, la remplaçant par la sombre prémonition d'un danger imminent. Je suis venu ici, guidé uniquement par une information. Un informateur anonyme, dont la voix dans le combiné téléphonique sonnait comme un murmure d'outre-tombe, m'avait parlé d'expériences secrètes, de quelque chose d'horrible, enseveli sous une couche de rouille et d'oubli. L'intrigue était alimentée par de nombreuses rumeurs de morts étranges, survenues non loin, et de zones interdites, gardées par des forces invisibles, mais palpables. J'ai toujours cru au pouvoir de l'histoire, à son étonnante capacité à dissimuler la vérité entre les lignes, sous le voile du secret. Et le centre, abrégé CEA, me semblait l'endroit idéal pour chasser cette vérité même. La porte du centre, autrefois une immense porte en acier, pendait désormais sur des gonds rouillés, tel un squelette grinçant à chaque coup de vent. Je m'engouffrais à l'intérieur, comme dans la gueule d'un monstre silencieux, prêt à m'avaler tout entier. Le froid me transperça jusqu'aux os, me faisant frissonner. L'odeur de renfermé et de moisissure frappa mes narines, se mêlant à un arrière-goût métallique, imperceptible, mais désagréable. Le temps semblait s'être arrêté ici, figé dans l'instant même où les gens avaient fui précipitamment les lieux. La première chose qui sauta aux yeux fut le chaos. Des fils électriques arrachés, tels des tentacules sans volonté, pendaient du plafond, menaçant de s'effondrer. Des fioles brisées, jonchant le sol de leurs éclats, témoignaient silencieusement de la précipitation et du désordre. Des tables, encombrées de piles de papier et de documents, étaient recouvertes d'écritures illisibles, comme des messages abandonnés à la hâte. On aurait dit que les gens avaient quitté cet endroit en un instant, s'étaient simplement levés de leur chaise, laissant tout derrière eux, fuyant quelque chose d'inconnu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés à fuir, abandonnant leur laboratoire, leurs recherches, les résultats de tant d'années de travail? Dans l'une des pièces, qui avait visiblement servi de bureau, j'ai trouvé quelques photographies. Sur CS clichés, des gens souriants en blouse blanche, jeunes, pleins d'enthousiasme et d'espoir. Ils posaient près d'un étrange attirail qui ressemblait plus à un jeu de construction de savants fous qu'à des instruments scientifiques. L'atmosphère sur les photos était insouciante, pleine de l'anticipation de nouvelles découvertes. Dans les yeux de ces gens, on lisait un intérêt sincère et une soif de savoir. Et au fond de leur cœur, une conviction profonde qu'ils étaient sur le point d'accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui changerait le monde. Les photographies étaient usées par le temps, décolorées, mais les visages qu'elles montraient conservaient encore la lueur d'une vie passée, une foi inébranlable dans le progrès, dans la puissance de la science. À présent, en les regardant, je ne voyais pas de simples images, mais les visages de fantômes,
condamnés à jamais à répéter leur travail, à l'éternel oubli. L'horreur, glaçante, se cachait dans le laboratoire qui, semble-t-il, avait été utilisé pour mener des expériences épouvantables. Au centre d'une pièce spacieuse s'élevait un énorme conteneur d'acier, semblable à ceux utilisés pour le transport de matières radioactives. Sur sa surface, tels des serpents, s'entortillaient de nombreux capteurs et fils, autrefois connectés à des moniteurs désormais éteints. Près de là, sur le sol, traînaient des notes. Je commençais à les lire, mais compris vite que mes maigres connaissances ne me permettraient pas de déchiffrer ce cauchemar. Des termes scientifiques, des graphiques, des formules, tout cela me semblait être du chinois, incompréhensible et étranger. Mais un mot, tel une mélodie obsédante, me hantait sans cesse. Parasite, entité, contrôle. Ces mots s'imprégnaient dans ma conscience, suscitant l'angoisse et la prémonition de quelque chose d'effroyable. Un bruit soudain, une détonation sourde, tel un coup de feu dans le silence, me fit sursauter de tout mon corps. Le cœur battait la chamade dans ma poitrine. Je me retournai brusquement, mais ne vis rien, seulement une pénombre épaisse enveloppant la pièce. Les ombres, dansant dans l'obscurité, semblaient vivantes, se contorsionnant dans une danse sauvage, comme pour se moquer de ma peur. Elles attiraient et effrayaient à la fois, dissimulant une menace inconnue. J'attribuais cela à mon imagination qui s'emballait, à la tension croissante qui s'accumulait en moi, mais une inquiétude sourde, comme un froid piquant, ne me quittait pas. Quelque chose clochait, je le sentais dans chaque cellule de mon être. Quelque chose se cachait derrière ces hauts murs, derrière ces lourdes portes. Dans ce brouillard épais, comme du lait, je poursuivis mes recherches, espérant tomber sur une piste, une clé pour percer cette étrange énigme. Dans une autre pièce, plongée dans la pénombre, je trouvai une cassette vidéo. Elle était vieille, usée, comme si elle avait survécu à plus d'une décennie. Mais je décidai de tenter ma chance et d'essayer de la faire fonctionner. À l'un des étages abandonnés, je découvris un vieux magnétoscope poussiéreux. Après avoir essuyé la poussière séculaire de son boîtier, j'insérai la cassette abîmée. L'écran s'illumina d'interférences, se remplit de grésillements chaotiques. Puis, comme surgie des profondeurs du passé, une image apparut. C'était l'enregistrement d'une expérience. Je reconnus immédiatement le conteneur familier, exactement le même que j'avais vu au laboratoire. Autour de lui s'affairaient des personnes en blouse blanche, les mêmes que sur les photos que j'avais vues aux archives. Leur visage exprimait une extrême tension. Ils se parlaient nerveusement, ajustaient quelque chose, réglaient l'équipement. Dans l'air flottait le pressentiment de quelque chose d'inhabituel, presque sinistre. Mon cœur s'emballa. Et puis, après quelques instants d'attente fébrile, le conteneur commença à s'ouvrir. Une lumière éclatante jaillit de l'obscurité aveuglante, irréelle, telle l'explosion d'une supernova. Elle envahit tout instantanément, m'obligeant à plisser les yeux. Et à ce moment précis, alors que mes yeux n'avaient pas encore eu le temps de s'habituer à ce changement brutal, tout bascula. Mon monde fut renversé. Je vis quelque chose qui s'imprima à jamais dans ma mémoire, comme une marque au fer rouge, quelque chose dont la simple vue glaçait le sang. Il était tout simplement impossible de le décrire avec des mots.
C'était une créature, l'incarnation du cauchemar. Quelque chose qui semblait être né d'une expérience insensée. Ce n'était pas un homme, ni une bête, ni aucune des espèces que nous connaissons. C'était autre chose, au-delà de toute description. Quelque chose tissé de l'obscurité même, des ténèbres primitives, d'une peur glaciale. Ça n'avait pas de forme précise, mais on le sentait, comme une présence invisible, un vent glacial qui transperçait jusqu'aux os, paralysant chaque muscle. L'enregistrement s'interrompit brusquement. L'écran s'éteignit, me plongeant dans les ténèbres. Je restais immobile, paralysé par une horreur glaciale. Ce que j'avais vu n'était pas seulement effrayant, c'était faux, répugnant, totalement incompréhensible. Je ne pouvais même pas imaginer comment cela était possible. Et puis, comme si un voile se déchirait, je compris. Ce n'était pas juste un centre scientifique abandonné, oublié de tous. C'était un piège. L'endroit où la réalité était déformée à l'extrême, où les lois physiques habituelles étaient inopérantes, et où flottait dans l'air quelque chose d'étrange, incompréhensible pour l'homme. Un frisson me parcourut l'échine quand je pris conscience du danger que renfermait cet endroit. Soudain, le silence du couloir fut déchiré par un bruit étrange, sans pareil, qui me fit sursauter. Un grincement déchira le silence, comme si quelque chose glissait sur le sol rugueux en rasant sa surface. Mon cœur se mit à battre furieusement dans ma poitrine, et je le serrai convulsivement en essayant d'apaiser les tremblements qui me gagnaient jusqu'aux os. Le froid, glacial, comme le contact même de la mort, toucha mon dos, figeant le sang dans mes veines. Je me retournai brusquement, prêt à affronter un ennemi inconnu. Mais devant moi ne s'étendait qu'une obscurité totale, aussi épaisse que de l'encre. Le brouillard qui enveloppait tout s'étendait sur le sol comme une créature vivante, et l'oppressante sensation d'être observé ne me quitta pas un seul instant. Une sueur froide perla sur mon front. J'ai compris que je ne pouvais plus rester ici. Il fallait fuir, quitter cet endroit maudit aussi vite que possible. Mais à peine avais-je fait demi-tour que je réalisais. Je m'étais perdue. Les couloirs semblaient s'être fondus en un labyrinthe infini, et toutes les portes, de sombres créations sorties d'un cauchemar. Elles étaient peintes de la même nuance suffocante, chacune identique, comme sortie d'une chaîne de montage de la peur. Je me suis précipitée, tel un animal traqué, errant dans sa cage. J'ai frappé aux portes, les secouant de désespoir, criant à plein poumon, mais en réponse, seul le silence mortel. Personne ne répondait. Le temps semblait s'être arrêté, s'étant transformé en une masse visqueuse et collante. J'étais seule, face à cette horreur glaciale, prisonnier de mes propres peurs. Et soudain, dans ce silence de mort, je l'entendis. Une voix silencieuse, comme le murmure du vent avant la tempête, sinistre, comme si la mort elle-même s'adressait à moi. Elle venait des ténèbres, comme des recoins les plus secrets de mon âme. La voix résonnait en moi, chuchotant des promesses de réponse, offrant une compréhension qui semblait si inaccessible. Elle m'appelait, m'attirait dans ses filets. Je résistais désespérément, tentant d'étouffer son murmure insistant. Mais la voix devenait de plus en plus forte, de plus en plus persistante, pénétrant les profondeurs de mon être. J'allais vers cet appel, comme hypnotisé, incapable de résister.
Elle me guidait dans des couloirs étroits et sinueux, à travers des laboratoires abandonnés, où régnait la pénombre et où la poussière recouvrait depuis des siècles un équipement rouillé. Je sentais ma conscience changer, une peur visqueuse se transformer en une curieuse curiosité, une horreur glaciale se métamorphoser en une étrange et irrésistible obsession. Et voilà, après avoir surmonté tous les obstacles, j'atteignis enfin mon but. Devant moi, la porte discrète du laboratoire, où devait se trouver le précieux conteneur, se dressait. La porte était légèrement entr'ouverte, et une faible lumière, à peine perceptible, filtrait de la fente. Après avoir rassemblé mon courage, je fis un pas à l'intérieur, et ce qui se présenta à mes yeux me glaça instantanément d'horreur. Au centre même de la vaste pièce, enveloppée de pénombre, se tenait seul le conteneur. Mais à présent, contrairement à mes attentes, il était ouvert, et de ses profondeurs n'émanait pas une lueur aveuglante, mais une obscurité épaisse et envahissante, une obscurité dense, semblable à une mer d'encre, enveloppait tout autour, comme désireuse d'engloutir chaque détail. Et là, au cœur de ce royaume silencieux des ombres, je vis moi-même. Ou plutôt, pas tout à fait moi-même, c'était mon double, arraché à son emprisonnement spéculaire, mon reflet, déformé et perverti au point de ne plus être reconnaissable. Son visage semblait avoir été modelé d'après mes plans, les mêmes traits, les mêmes yeux, mais dans ceux-ci, aucune trace d'humanité. Seulement un vide glaçant, une froideur impitoyable et une faim insatiable. Il était presque une copie conforme de moi, mais dans son regard se cachait une profondeur effrayante, abyssale. Lentement, comme au ralenti, le double tendit une main vers moi, une main qui semblait plus longue que la mienne, avec des griffes à la place des ongles. 6 doigts, longs et osseux, rappelaient plutôt les contours d'un squelette que ceux d'une main humaine. Il esquissa un sourire, et à cet instant, une vision horrible s'offrit à moi. Ses dents, elles étaient aiguisées comme des lames affûtées, et dans la pénombre, elles semblaient avidement convoiter ma chair. Un frisson parcourut mon dos. À cet instant précis, je réalisais toute la vérité. Je pris conscience que l'expérience ne s'était pas déroulée comme prévu. Tout s'était passé exactement à l'opposé. L'expérience avait réussi. Ils n'avaient pas simplement créé quelque chose de nouveau. Ils avaient ouvert un portail vers un monde où se cachait une créature inimaginable. Et je me retrouvais une partie intégrante de ce portail. Sa clé, un double, au regard glacial, s'avança vers moi. 6 mains semblèrent s'entrelacer dans une étreinte mortelle autour de mon cou. Je luttais désespérément pour échapper à cette étreinte, mais elle était comme un étau d'acier, impitoyable et inexorable. Je suffoquais. Des cercles troubles dansaient devant mes yeux. Devant moi, comme sorti d'un cauchemar, il se dressait. Je voyais son ombre m'envahir. J'entendais son sinistre chuchotement qui s'infiltrait au plus profond de moi. Tu es l'un des nôtres. Tu as toujours été l'un des nôtres. À cet instant épouvantable, je sentis mon âme quitter mon corps en décomposition. Je vis son ombre m'engloutir, comme mon essence, telle du sable, s'écouler dans les ténèbres abyssales. Mais soudain, dans ce chaos, je sentis ma main, comme obéissant à une force inconnue,
se refermer sur la gorge de mon double, comme si nous échangions nos places, inversant nos rôles dans cette pièce cauchemardesque. Je me réveillai. Dans mon lit habituel, dans mon vieil appartement, les rayons du soleil filtraient par la fenêtre, inondant la pièce d'une lumière chaude, tandis que dehors, les oiseaux chantaient joyeusement, annonçant le début d'une nouvelle journée. Tout semblait comme toujours. Le monde ordinaire, le matin ordinaire, la vie ordinaire. Mais quelque chose avait changé, de façon imperceptible. Un étrange vide s'était installé dans ma poitrine. Un froid glacial qui me glaçait de l'intérieur. Et une autre sensation angoissante qui me donnait la chair de poule. Je sentais que je n'étais plus seule. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu moi-même. Mais au fond de mes yeux, l'obscurité s'était installée et elle semblait tout engloutir. Le froid m'avait envahi jusqu'aux os et je savais, ce n'était que le début du cauchemar. J'ai tenté de partager ma peur, de raconter ce que j'avais vu, mais je n'ai rencontré que l'incompréhension. Mes mots se noyaient dans l'indifférence. Tous ont mis cela sur le compte de la fatigue, de l'épuisement, de la tension nerveuse, ou encore d'une imagination trop fertile. On m'a balayé d'un revers de main, comme une mouche importune. J'ai essayé de retourner au quartier général du CEA pour vérifier, pour trouver des réponses, mais l'immense complexe était bouclé par les militaires. La sécurité, le secret. Pourtant, je savais que ce n'était pas la fin, loin de là, ce n'était que le commencement. Une nuit, alors qu'un nouveau cauchemar m'arrachait au sommeil, j'ai entendu sa voix, un murmure discret venant des ténèbres. Il m'appelait par mon nom. À cet instant précis, je sentis mes jambes, comme obéissant à une force inconnue, me porter en avant, vers l'inconnu. J'avançais, suivant un appel puissant, cette voix insistante qui résonnait dans ma tête. Pas après pas, je pénétrais dans une froidure sombre, dans un brouillard épais et collant qui enveloppait tout. Le monde autour de moi sembla se dissoudre, ne laissant que le souffle glacé et la sensation d'un vide absolu. J'avançais, guidé par une force invisible, vers là où, je sentais, se trouvait ma destinée. J'allais chez moi, vers les origines, vers ceux qui m'étaient chers. Et voilà, après un long chemin qui me semblait infini, je me tenais de nouveau devant les portes du CEA. Encore une fois, ces portes rouillées, grinçant sous le poids des ans, comme les dents d'un ancien monstre, s'offraient à ma vue. Je sais que désormais tout changera, à jamais. Je ne suis plus celui que j'étais autrefois. Désormais, je suis l'un d'eux, l'un de ceux qui habitent les ténèbres. J'entre et le froid me transperce jusqu'aux os. L'obscurité m'enveloppe comme un linceul, me cachant du monde. Je sens que je deviens une partie de cette horreur, que je m'y dissous, que je ne suis plus moi, mais seulement l'ombre de moi-même. À l'intérieur de cet endroit, dans cette demeure maudite, je trouve un conteneur. Je l'ouvre, retenant mon souffle, et maintenant, j'attends. J'attends l'arrivée du prochain, scrutant avec impatience l'obscurité. Et alors, tout recommence, ce cycle sans fin d'attente et d'angoisse. Les jours défilaient, cédant la place aux semaines. J'essayais de retrouver cette vie d'avant, mais elle m'échappait, telle du sable fin entre les doigts. Chaque heure vécue, chaque nouveau lever de soleil ne faisait que souligner le gouffre
qui s'était creusé entre l'homme que j'avais été et celui que j'étais devenu. J'avais l'impression d'être devenue une personne totalement différente, qu'un quelque chose d'irréparable s'était brisé en moi, ne laissant derrière lui qu'un vide béant. Je sentais sa présence en permanence, comme si un observateur invisible me suivait sans relâche. Mais ce qui me tourmentait le plus, c'était le chuchotement croissant dans ma tête. La voix devenait de plus en plus insistante, chuchotant des secrets cachés, un pouvoir incroyable, une intégration. Il me devenait de plus en plus difficile de l'ignorer. Je me suis plongée dans l'étude des documents extraits des entrailles du CEA, des articles scientifiques, des rapports secrets, des photographies. Tout cela s'est abattu sur moi comme une avalanche d'informations. J'essayais de comprendre ce qui s'était réellement passé, ce qu'ils avaient fait exactement. À chaque ligne lue, à chaque photographie observée, l'horreur s'emparait de moi plus intensément. Ils avaient osé expérimenter avec la réalité elle-même. Ils cherchaient à trouver une porte vers l'inconnu, vers un monde habité par des créatures défiant les lois habituelles. Pour leur dessein, ils avaient utilisé la puissance de l'énergie nucléaire, dans l'intention de soumettre ces êtres à leur volonté, de les contrôler. Mais quelque chose a mal tourné. L'expérience a échappé à tout contrôle et les créatures se sont libérées, déferlant dans notre monde. Désormais, elles chassaient. Je commençais à percevoir des étrangetés, des signes inquiétants d'un désastre imminent. Des rêves où je me retrouvais dans un laboratoire froid et stérile remplissaient mes nuits. Autour de moi grouillaient d'étranges et répugnantes créatures dont les intentions m'étaient totalement incompréhensibles. Les miroirs que je voyais déformaient les reflets, me montrant des visages qui ne ressemblaient absolument pas aux miens. Les ombres, dansant dans les coins des pièces, bougeaient toutes seules, comme si elles étaient vivantes. De plus en plus souvent, je ressentais l'impression que quelqu'un me suivait sans relâche, observant chacun de mes pas. Une nuit, réveillée par un étrange et inexplicable sentiment d'angoisse, je pris conscience de la présence de quelqu'un dans la pièce. La sensation d'une présence étrangère, froide et gluante, me paralysa. J'ouvris lentement les yeux, prêt à voir n'importe quoi, sauf ça. Juste devant moi se tenait moi-même. Debout près de mon lit, il me fixait. Ses yeux étaient noirs comme des puits sans fond, vides et mortellement froids. Son visage se tordit dans une grimace, évoquant un sourire effrayant qui fit frissonner. Il tendit lentement la main vers moi, et à cet instant, je compris. Il venait me chercher. J'essayais de crier, de libérer toute l'horreur qui m'habitait, mais mes lèvres restèrent closes, et ma gorge se serra dans un étau glacé. Je tentais de bouger, de me débarrasser de cette stupeur, mais mon corps était comme paralysé par la peur. Chaque muscle était contracté, et j'étais impuissant. Il toucha ma main, et le froid, semblable à 1000 aiguilles glacées, s'enfonça dans ma chair. Il me transperça de part en part, me privant des dernières traces de chaleur et de vie. En cet instant, je sentis mon âme quitter mon corps, s'élançant vers un abîme inconnu. Mais cette fois, tout fut différent, complètement différent. Je ne sombrerai pas simplement dans les ténèbres, comme auparavant. Non, je suis devenue une partie de cette création, un élément essentiel, comme si son essence même avait pénétré en moi
m'avait comblé et je suis devenue lui. En cet instant, j'ai ressenti une connexion incroyable, omniprésente. Nous n'en faisions qu'un, indissociablement liés, comme un tout composé de deux moitiés qui se sont fondues. Et j'ai réalisé que ce n'était pas du tout la fin. Ce n'était que le tout début du chemin. Désormais, je déambulais dans les rues, scrutant les visages des passants. En chacun d'eux, je voyais une proie potentielle, sentant une faim croissante en moi. Et je savais que désormais, je n'étais plus seule. J'entends un chuchotement au fond de ma conscience. Une voix pénètre mes pensées, me fascine et me guide. Elle résonne comme un chant à peine audible qui perce le brouhaha du quotidien. J'avance, obéissant à cet appel, cédant à sa force invisible, pas après pas, toujours plus loin du monde familier, vers l'inconnu. Je me dirige vers ceux qui ne savent pas encore, vers ceux qui ne sont pas encore prêts à accepter la vérité, vers ceux dont les cœurs et les esprits sont encore fermés, mais qui sont destinés à entendre la voix qui résonne en moi. Je pars vers eux pour leur ouvrir les yeux sur la vérité. Un jour, alors qu'un épais brouillard enveloppait de nouveau Saclay, je retournais au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. N'ayant plus peur, j'étais prêt à tout accepter. Je me sentais faire partie intégrante de cet endroit, une part de lui-même. Je marchais dans les longs couloirs, passant devant des laboratoires où, autrefois, l'activité était intense, où des gens s'affairaient. Maintenant, les ténèbres régnaient, le silence, seulement troublé par ma propre respiration, et je me sentis immédiatement chez moi, comme si je revenais dans un endroit où j'avais toujours rêvé d'être. Bientôt, je tombais sur un étrange conteneur. Il était ouvert et il en émanait quelque chose. Un éclat aveuglant, perçant l'obscurité, comme la lumière qui filtre à travers l'épaisseur de l'eau. Je n'ai pu résister à cet appel et j'ai franchi le seuil. À cet instant précis, j'ai tout vu. Devant moi s'est révélée toute la vérité, impitoyable et froide, comme le vent d'automne. Il n'y avait aucune expérience mystérieuse dont on me rabâchait les oreilles depuis si longtemps. Il n'existait pas non plus de portail attrayant menant vers des mondes inconnus qui avaient tant excité mon imagination. Et aucune créature monstrueuse tapie dans l'obscurité non plus. Tout cela n'était qu'un amer mensonge, une illusion savamment orchestrée. Et la vérité, c'est que je n'étais pas moi, mon essence, mon identité, toute mon existence. Tout fut substitué, déformé, effacé. Et cette prise de conscience, tel un poignard glacé, me transperça. Je n'étais plus qu'une infime parcelle d'un ensemble bien plus vaste, une partie d'une immense conscience collective, planant au-delà des limites du temps et de l'espace. Une conscience pour laquelle les humains ne sont que des réceptacles, des contenants temporaires. Le CEA n'est pas un centre de recherche abandonné, c'est une fabrique sans âme. Une fabrique destinée à produire ces mêmes réceptacles. Ceux qui y travaillaient n'étaient nullement des savants, au sens commun du terme. Ils n'étaient que des rouages d'un mécanisme implacable. Ils étaient artisans, créateurs, des maîtres dont les mains savaient transformer l'argile informe en récipient. Ils préparaient les récipients, non pas simplement des pots
ou des coupes, mais bien plus. Un conteneur, pas un portail, comme pourraient le croire les novices. C'est un incubateur, une matrice, un lieu de naissance. L'éclat, non pas une sortie menant à la libération, au néant. C'est une entrée, une porte vers un monde totalement différent. Lorsque je suis entrée dans le conteneur, anticipant la mort, je ne suis pas mort. J'ai changé, transformé au point d'être méconnaissable, devenu une partie de quelque chose de plus grand. Je me suis sentie un avec tout. Et alors, je les ai vus, les autres. Ceux qui avaient déjà traversé ce chemin, qui étaient déjà là, dans cet océan infini de pensées et de sensations. Ceux qui étaient devenus une partie de cet esprit collectif immense. Ils planaient autour de moi, tels des ombres au clair de lune, tissés de pure pensée et de volonté. Nous sommes partout, disséminés dans le monde, comme des semences emportées par le vent. Nous sommes dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque âme humaine. Des fils invisibles nous reliaient, nous tissant en un tout. Nous sommes en chaque homme, en attente, et à présent, je suis l'un d'eux. Les portes du conteneur s'ouvrirent, me libérant dans le monde. En franchissant le seuil, je sentis le changement. Ce n'était pas qu'un autre décor, j'étais devenu autre. Quelque chose s'éveilla en moi, me remplissant d'une force inconnue. Je me sentais incroyablement puissant, comme si tous les obstacles étaient désormais sans importance. Mais par-dessus tout, je ressentais la liberté. La liberté, délivrance de quelque chose qui opprimait, qui entravait. La liberté des attentes, du passé. J'étais libre. Je sortais des murs du commissariat à l'énergie atomique. Je marchais dans les rues de Saclay, respirant l'air frais. Devant moi, les gens allaient et venaient, pressés par leurs obligations. Et en chacun d'eux, je vis quelque chose, un potentiel, des étincelles qu'on pouvait attiser, des formes auxquelles on pouvait donner un nouveau visage. J'éprouvais une étrange, sauvage jubilation. Je compris que je pouvais faire d'eux ce qu'on avait fait de moi. Les coins de ses lèvres s'étirèrent en un sourire oblique et carnassier. Les jours suivants, il les consacra à une observation minutieuse. Il arpentait les rues dès l'aube et ne rentrait que tard dans la nuit, lorsque d'épaisses ombres s'abattaient sur Saclay. Il choisissait ses proies avec soin, celles qui languissaient dans la solitude, qui étaient tourmentées par la souffrance, qui étaient vulnérables et brisées. Pas à pas, il s'approchait d'elle, sentant son sang se glacer d'anticipation. Il leur parlait d'une voix douce et insinuante, comme s'il murmurait les secrets les plus intimes. Il leur offrait ce dont elles ne pouvaient que rêver. Il leur promettait la délivrance de la douleur atroce, du vide accablant. Et finalement, il leur promettait la vie éternelle, pleine de bonheur et de paix. Je leur offrais l'unité, et ils acquiesçaient, comme hypnotisés. Je les conduisais ici, au Centre d'Alternatives Expérimentales, ou CAE en abrégé. Je les menais au cœur même de notre travail. Je leur montrais ce conteneur silencieux, son métal froid et les reflets énigmatiques sur ses parois polies. Je leur disais la vérité, aussi effrayante et partiellement obscure fût-elle, et eux
surmontant la peur et le doute, entrait à chaque individu qui franchissait le seuil. Je sentais notre force grandir. Non pas simplement un groupe d'individus, mais un organisme unique, soudé par la volonté, la foi et quelque chose de plus. Comment notre esprit s'étend-il? Au fil de notre croissance, de notre renforcement, nous sommes une armée, une force inébranlable, l'incarnation de l'avenir. Parmi nous, un homme d'âge moyen, nommé Pierre, semblait particulièrement affecté par ce qui se passait. Dans ses yeux, on devinait une profonde mélancolie. La solitude lui brûlait l'âme comme un fer rouge. L'amertume de la perte de sa femme et de son enfant s'était installée dans son cœur, et il se tenait au bord du désespoir, prêt à basculer dans l'abîme. Mais quelque chose en lui s'accrochait à la vie, à l'espoir, à l'idée de retrouver un sens. Je l'ai découvert dans un parc, sur un banc, son regard fixé au loin, ses yeux semblant complètement vides. Je me suis approchée, lui ai parlé, lui ai proposé mon aide, espérant alléger son fardeau d'une quelconque manière. Il a écouté en silence, puis il accepta, et nous franchîmes ensemble les portes du Centre d'expérimentation centrale, ou CEC en abrégé. Il se retrouva alors à l'intérieur d'un conteneur. À ce moment-là, je sentis comment il devenait peu à peu l'un des nôtres, une partie de notre mission commune. Mais à partir de cet instant, quelque chose changea imperceptiblement. Quand Pierre entra dans le conteneur, je ne sentis pas simplement sa présence, je sentis une résistance. Il semblait qu'il ne désirait absolument pas faire partie de nous. À l'intérieur de lui, une lutte faisait rage, une tentative désespérée pour s'échapper de ce piège. Un sentiment étrange, tout nouveau, auparavant inconnu. Jamais personne ne s'était opposé aussi ouvertement. J'essayais de briser sa résistance, mais elle s'avéra incroyablement forte. Pierre, il était spécial. Il était la clé. Je sentis quelque chose d'important se tapir dans son esprit. Quelque chose capable de tout bouleverser. La détermination me saisit et je pris ma décision. Pénétrer les profondeurs de sa conscience. Je m'immergeais profondément dans ses souvenirs, tel un plongeur dans les eaux sombres du passé. Toute sa vie se déploya devant moi, vive et parfois douloureuse. Je vis ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses peurs et ses espoirs. Et alors, je compris, Pierre n'était pas simplement un homme, un mortel ordinaire, comme moi. Il était un créateur, un faiseur, l'un de ceux qui œuvraient avec dévouement entre les murs du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ou CEA en abrégé, l'un de ceux qui ont investi leur labeur et leur talent dans la création de ce fameux conteneur, ce réceptacle capable d'abriter quelque chose d'incroyable, quelque chose de dangereux et, en même temps, de magnifique. Il savait tout de nous. Il connaissait nos faiblesses, nos peurs, chaque recoin caché de notre âme. Et il savait comment nous détruire, nous réduire en poussière. À cet instant, j'ai ressenti une horreur glaciale me transpercer jusqu'à l'os. Nous, tels de fragiles vases, nous nous tenions au bord du gouffre. L'instinct de survie souleva en moi un désir désespéré de m'échapper, de fuir ce cauchemar, de quitter les limites de son esprit,
j'ai tenté de me libérer, de briser les chaînes mentales. Mais il était déjà trop tard. Pierre, avec sa volonté impitoyable, m'étreignit fermement. Et les ténèbres se refermèrent. Il me soumit. Me traitant comme un objet, il me força à retourner entre les murs du centre d'expérimentation des anomalies. Il trouva la clé tant convoitée et, grâce à elle, ouvrit le conteneur. Et puis, il nous libéra. À cet instant, nous ressentîmes une douleur aiguë, insupportable, qui transperça chaque cellule. Nous éprouvâmes une horreur glaciale. Elle glaça nos cœurs, annonçant une mort imminente. Nous sentîmes le souffle de la mort, son contact froid qui signifiait la fin. Nous ne fûmes plus rien, nous retournâmes en poussière, nous nous évanouîmes dans le vent. Père, il nous a anéantis. Sa victoire semblait absolue, incontestable. Je sentis mon âme, tel un oiseau effrayé, s'échapper de la cage de mon corps, aspirant à l'inconnu. Je me sentis fondre dans une obscurité abyssale, où il n'y avait ni lumière, ni espoir, juste une nuit éternelle et impénétrable. Mais ce n'est pas encore la fin. J'ai aperçu l'avenir, tel qu'il estimatait de Pierre. Ce prétendu triomphateur n'est en fait pas un vainqueur. Il n'est qu'un réceptacle, un contenant, et nous, tels des ombres, sommes tapis en lui. Nous attendons patiemment, nous attendons notre heure, le moment venu, l'instant de l'action. Nous grandissons, nous reviendrons, c'est une certitude. Nous serons plus forts, plus inébranlables que jamais. Nous serons tout ce qu'il faut. Depuis, beaucoup de temps a passé. Le brouillard au-dessus de Saclay s'est épaissi au-delà de toute mesure. Il flottait au-dessus de la ville, comme s'il surgissait du cœur même du centre d'énergie atomique, absorbant toute l'obscurité, tous les secrets, tous les cauchemars dissimulés en son sein. La ville semblait morte, plongée dans un silence sinistre, mais une présence cachée se faisait sentir, comme si quelque chose d'invisible observait chaque pas, chaque souffle. Ce sentiment ne nous a pas quittés un seul instant. Moi, Jean-Pierre, je suis là, devant le miroir, fixant mon propre reflet. Au fond de mes yeux, une obscurité impénétrable, dans mon âme, un vide glacial, et dans ma tête, un chuchotement incessant, le chuchotement de voix qui furent autrefois miennes, et qui se sont maintenant fondues en un cœur unique et sinistre, résonnant comme un écho d'une horreur ancienne. Je me souviens de tout. Je me souviens du jour où j'ai franchi pour la première fois le seuil du Centre d'études des anomalies, le CEA. Je me souviens d'avoir cherché la vérité, d'avoir tenté de percer le mystère qui enveloppait ce lieu. Je me souviens de l'avoir trouvé. Et maintenant, je ne suis qu'une partie de ce mystère, une des milliers de ces ombres. Je suis l'un d'eux, ceux qui ont été bannis du monde familier. Mais à présent, je connais quelque chose de tout nouveau, un savoir qui a bouleversé toutes mes conceptions. Je réalisais alors, Pierre ne nous avait pas détruits, non. Il avait simplement réécrit les règles du jeu, accompli quelque chose de bien différent de ce que nous pouvions imaginer. Il était devenu notre réceptacle, notre nouveau refuge, notre demeure. Et nous, invisibles, imperceptibles, mais ressentis, grandissons en lui, absorbant son essence. Nous attendons, retenant notre souffle, dans l'attente de quelque chose d'inévitable. Nous attendons que le moment vienne.
Nous attendons patiemment, le souffle coupé, cette heure, l'heure où notre temps viendra, où nous, enfin, nous libérerons, nous affranchirons de nos chaînes, où nous nous répandrons à travers le monde entier. Comme le vent sème les graines, je lève la main, lentement, comme au ralenti, du bout des doigts. Je touche mon visage, sentant la fraîcheur de ma peau. Et à cet instant précis, dans ce court laps de temps, je ressens une étrange, presque imperceptible vibration. Comme une prémonition, le pressentiment qu'il va bientôt arriver quelque chose d'important, la sensation que nous nous préparons à quelque chose de grandiose, à quelque chose qui va tout changer autour de nous. Quelque chose commençait à se produire. Je me suis fixée dans le miroir, mais je n'y ai pas vu mon reflet. Ce qui se cachait en moi s'est libéré, révélant sa véritable apparence. Je nous ai vus. D'innombrables yeux semblaient me transpercer de leurs regards depuis la surface miroitante. Ils s'enfonçaient en moi, perçant mon âme. Des voix, d'abord douces et dispersées, se sont fondues en un cri assourdissant et déchirant. Nous sommes prêts. À cet instant précis, la porte de ma chambre gronda, s'ouvrant comme pour laisser entrer un invité inattendu. Dans l'encadrement, une silhouette apparut, celle de Pierre. Son regard, aussi vide que le mien, croisa le mien. Son visage se tordit en une grimace, mêlant douleur, peur sincère et triomphe. 6 lèvres s'étirèrent en un sourire sinistre. « Es-tu prêt, Jean-Pierre » murmura-t-il. Et dans sa voix se firent entendre des nuances que je ne pouvais distinguer, mais qui me donnèrent la chair de poule. Chuchote-t-il d'une voix qui semblait familière à chacun d'entre nous. Le temps est venu. Je hochai la tête en signe d'assentiment, sentant un frisson me parcourir le dos. Nous sortîmes dans la rue et un brouillard épais, semblable à du lait, nous enveloppa. Il rampait sur le sol, enveloppant les maisons et les arbres, comme une créature vivante. Nous avançâmes, nos pas résonnant sourdement dans ce silence. Peu à peu, le brouillard s'épaissit et il fit de plus en plus sombre autour de nous. La nuit tombait sur la ville. Le moment de la moisson arrive et c'est à cet instant précis que la prise de conscience me transperce. Toute cette histoire, ce cauchemar qui me hantait, toutes ces recherches qui ont mené à d'horribles découvertes, tout n'était qu'un entraînement, une préparation à quelque chose d'effroyable. Je le sens dans chaque cellule, dans chaque parcelle de mon âme. Le véritable cauchemar ne fait que commencer. Nous sommes ici, en plein cœur de l'épicentre.